Salut à tous, alors aujourd'hui, le dernier volet de ce chapitre sur civil et militaire pendant la Première Guerre mondiale, à savoir les révolutions russes. Alors pour le brevet, sur quoi vous pouvez tomber? Vous pouvez tomber à la fois sur des questions courtes, par exemple dater les révolutions russes ou citer un personnage et son rôle dans la révolution, ou au contraire un raisonnement construit, par exemple donner les principales caractéristiques de la révolution russe. C'est un sujet que je donne souvent à mes élèves chaque année. Donc cette dernière partie va se diviser en trois. On étudiera dans un premier temps le contexte, la situation en Russie avant 1914, avant la Première Guerre mondiale. Dans la première vidéo, je vous avais bien dit, en histoire, pour comprendre, il faut comprendre le contexte. Donc en maîtrisant votre contexte, vous maîtrisez votre savoir. Donc ici, la révolution russe, c'est pas tombé du ciel du jour au lendemain. Il y a tout un contexte qu'il faut comprendre et analyser pour essayer d'aboutir à une réflexion sur les principaux événements de la révolution russe. Donc ma première partie, ce sera le contexte. La seconde partie, ce sera les révolutions russes en tant que telles, celles de février et d'octobre. Comment est-ce qu'elles se sont déroulées? Et enfin, on étudiera très rapidement les principales mesures que Lénine a prises lors de son arrivée au pouvoir, parce que je ferai d'autres vidéos spécifiques sur les régimes totalitaires, mais je vous donnerai quelques indications sur Lénine à ce moment-là pour anticiper le travail qu'on va effectuer sur les régimes totalitaires. Alors, quelle est la situation en Russie avant 1914? Donc on va étudier à la fois le contexte économique, social, politique et militaire. Très rapidement, pour vous donner justement les principaux éléments de réflexion pour comprendre encore une fois les événements de la révolution russe. Au niveau économique et social, donc la Russie en 1914, elle compte environ 170 millions d'habitants. Ces 170 millions d'habitants, ce sont des gens qui sont peu cultivés, analphabètes et illettrés pour la plupart. Donc les villes sont peu nombreuses, donc les campagnes sont majoritaires. On est un peu dans la situation comme sous l'Ancien Régime dans le Royaume de France, avec d'un côté des dominants qu'on va appeler les seigneurs ou les nobles, et de l'autre côté les dominés avec les serfs. Ce système va perdurer jusqu'en 1861 où le tsar Alexandre II va abolir le servage. Ce qui a pour conséquence que les paysans vont pouvoir accéder à la propriété, c'est-à-dire acheter des parcelles de terre qui auparavant appartenaient aux seigneurs ou aux nobles. D'accord ? Néanmoins, pour acheter ces terres, étant donné que les paysans étaient très pauvres, ils se sont lourdement endettés. C'est un élément qu'il faut retenir. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 1914, à la veille donc, de la Révolution, encore 40% des terres appartiennent aux nobles. Donc, on a affaire à différents types de personnes en Russie. On a vu les paysans. On peut parler également de la classe ouvrière, une classe ouvrière qui est peu nombreuse, encore avant 1914, qui compte environ 3 millions d'habitants. Donc, cette classe ouvrière, le prolétariat, est concentrée dans 3 villes, Odessa, Saint-Pétersbourg et Moscou. D'accord ? Ailleurs, on a affaire à une Russie essentiellement rurale. Donc ce prolétariat est donc peu nombreux, mais il est concentré. Il se trouve dans les régions que j'ai citées, autour d'Odessa, de Moscou et de Saint-Pétersbourg. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que ce prolétariat ouvrier va être concentré dans des territoires qui vont être propices à l'agitation populaire en 1917. Ce prolétariat a comme autre caractéristique de vivre dans des conditions très difficiles. Ils travaillent plus de 12 heures par jour, leurs conditions de vie sont très mauvaises, leurs conditions de travail sont très mauvaises, ils ont des salaires très bas et ils sont plus réceptifs de ce fait à ceux qui demandent des changements dans la société. Donc, autre catégorie de personnes dans la société russe, les fonctionnaires. Les fonctionnaires qui annoncent, de par l'organisation du système tsariste, la bureaucratie soviétique. Autre catégorie, la bourgeoisie. La bourgeoisie des villes est peu nombreuse, mais elle souhaite partager le pouvoir avec le tsar via un parlement, un petit peu comme on trouve en Belgique et en Angleterre à la même époque. Donc voilà pour le contexte économique et social. 2 mots sur le contexte politique de l'Empire. L'Empire russe est dirigé par un tsar, Nicolas II, qui dispose de tous les pouvoirs.
c'est un autocrate, c'est-à-dire qu'il dirige tout par lui-même. Il renvoie à une situation que vous connaissez bien, que vous avez déjà étudiée à l'époque médiévale pour le Royaume de France, comme dans le programme de 4e, vous connaissez, à savoir la monarchie absolue de droit divin. On a affaire ici à un souverain, un roi, un empereur qui est sacré. Donc on a affaire à un empereur qui est héritier du basileus de Byzance, début du programme de 5e, pour ceux qui se souviennent. Il est l'héritier donc de ce basileus de Byzance, qui est à la fois empereur et prêtre. Donc cela va lui donner une double légitimité pour gouverner le peuple. Donc le tsar, il est détesté, haï par la population, et notamment la noblesse qui n'accepte pas notamment la concentration, le monopole du pouvoir, le fait que le tsar concentre, un petit peu comme le roi dans le royaume de France avant la Révolution française, le pouvoir. Donc ce pouvoir absolu, contrôlé et détenu par le tsar, n'est pas accepté par les aristocrates. Et cette noblesse souhaite participer à l'exercice du pouvoir. Donc à côté de cette noblesse, je l'ai dit tout à l'heure, on a la bourgeoisie. Donc cette bourgeoisie souhaite, comme je l'ai dit tout à l'heure, un régime parlementaire, c'est-à-dire partager le pouvoir avec l'empereur, comme en Angleterre et en Belgique à la même époque. C'est-à-dire un régime où le monarque ne dispose pas de la plénitude des pouvoirs, mais que la bourgeoisie participe au pouvoir via un parlement. Donc au niveau politique, dernière catégorie, si vous voulez, de population qui est très importante, ce sont les socialistes. Les socialistes qui sont divisés en plusieurs catégories. Je vais faire très simple. Donc vous avez ceux qui souhaitent une réforme agraire, c'est-à-dire une meilleure répartition des terres. C'est ceux qu'on appelle les socialistes révolutionnaires. Vous avez, deuxième catégorie, les socialistes démocrates. Ces socialistes démocrates sont divisés en deux, ceux qui veulent faire la révolution immédiatement et ceux qui veulent attendre pour la faire. Donc ceux qui veulent faire la révolution immédiatement, ce sont ceux qu'on appelle les bolcheviks. Ceux qui veulent attendre pour faire cette révolution, attendre des conditions plus favorables, ce sont les mencheviks. Donc deux mots sur la situation militaire. Donc pendant la Première Guerre mondiale, vous avez la Russie qui est mal prise. Pourquoi? Parce qu'elle est à l'origine de la guerre. Le tsar est entré en guerre pour une raison principale, c'est détourner l'attention de l'opinion publique devant la situation économique, sociale et politique dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est une situation qui est désastreuse, que lui-même connaissait donc dans son empire, et rassembler autour de sa personne sacrée l'ensemble du peuple russe. Donc c'est quelque chose un petit peu qui est courant en histoire, vous pouvez analyser ça dans certaines civilisations, où quand il y a beaucoup de problèmes dans une société, eh ben, on décide de faire la guerre pour essayer que les gens pensent à autre chose et pas à leur situation telle qu'elle. Je fais une parenthèse, dans l'Empire romain, vous aviez pourquoi est-ce que les Romains ont développé les jeux du cirque dans l'Antiquité, c'était pour détourner les problèmes qu'il y avait dans la société de Rome, pour justement occuper la plèbe, les plébéiens, à autre chose qu'à réfléchir sur leurs conditions et à leurs conditions qui n'étaient pas forcément très bonnes. C'est lié tout ça à un contexte que je n'ai pas le temps de vous expliquer. Donc je te donne rendez-vous tout de suite pour la suite du chapitre sur les révolutions russes. Nous allons voir le déroulement de la révolution en février et octobre 1917. A tout de suite, mets un pouce bleu si tu aimes et laisse-moi tes impressions dans les commentaires. Bye bye!